Ma thèse long terme, du coup, elle est très liée au fait que je pense qu'on va avoir des gros problèmes au niveau de notre monnaie. On est en train de proposer comme alternative de confiance sur les dettes d'État, les dettes adossées à Bitcoin. C'est dingue. Et je pense que ça va pas s'arrêter là, c'est que le début. Le prochain invité que j'ai aujourd'hui dans Passion Pâte, eh bien, c'est le cadet de cette émission. On est en train de se demander. Ouais, je pense que je suis le plus jeune. T'es le plus jeune, ouais. Très content. Victor Charles, qui est avec moi aujourd'hui dans Passion Patrimoine, 23 ans. Tout à fait. On va parler bien sûr crypto, comme beaucoup de Millennium qui sont déjà venus ici à mon micro, à croire que c'est définitivement une allocation de circonstances, ou en tout cas de génération. Ouais. Si, circonstances, parce que tu m'as dit en off que c'est le meilleur moment d'y aller. Oui, donc, non, mais c'est vrai qu'actuellement, on en parlera, mais on va en parler, il y a des news et tout, donc effectivement, pour moi, c'est un bon moment, en tout cas, de commencer si on n'a pas encore commencé. Exactement. Alors, allons déjà sur ton parcours, même si t'es jeune, t'as déjà un parcours assez hétéroclite, assez atypique, on peut le dire. Déjà, tu nous viens de Bordeaux ? Exactement, ouais. Je suis né, grandi à Bordeaux, jusqu'à la fin de mon lycée. T'es issu d'une famille d'entrepreneurs, mais rien à voir avec la finance. Non, pas du tout. C'est-à-dire en fait, on va dire que ça se passe surtout au niveau de mon père et de mes oncles qui ont monté une boîte au début des années 2000 dans l'e-commerce. Et donc j'ai grandi plutôt dans une famille donc d'entrepreneurs plutôt du digital, ce qu'on appelle le Web 2, on va dire. Ça m'a après derrière permis d'avoir une petite expérience aussi personnelle là-dedans, mais du coup oui, et même autour de moi j'ai aussi des entrepreneurs individuels. Ma mère est d'ailleurs mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est un peu un sujet avec les CGP, donc rien à voir, mais entrepreneur individuel. Donc en fait je suis plutôt entouré d'indépendants, entrepreneurs, mais à part ma mère qui va toucher parfois au milieu des CGP, c'est plutôt des entrepreneurs. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que quand tu es tuteur légal, tu t'occupes de protéger. MJPM, c'est le tuteur légal qui s'occupe souvent de personnes handicapées qui n'ont pas forcément de famille pour s'occuper d'eux. D'accord. Ou de personnes handicapées. Est-ce que c'est ça qui t'aurait sensibilisé un peu Est-ce que t'as pas eu d'éducation financière comme tout le monde, j'imagine ? Non, moi j'ai fait des études en finance, donc c'est ça qui m'a plutôt formé. On va le voir après, mais justement, qu'est-ce qui t'a mis l'envie ? Ouais, peut-être que, mais je pense pas forcément sur ce milieu-là. Moi, parce que c'est plus du social qu'elle fait quasiment. En fait, que c'est vraiment des personnes qui sont plutôt pauvres en général, donc elle s'occupe pas de gens fortunés, elle est pas tutrice de personnes. En tout cas, elle gère leur épargne. Mais il y a des sujets parfois parce qu'il y a des gens qui peuvent hériter aussi, et c'est elle la tutrice, donc elle va devoir placer, et donc forcément elle est toujours en lien avec des CGP. Donc, mais je me suis rendu compte plutôt plus tard, quand je suis rentré dans le monde de la gestion de patrimoine, quand je discutais avec elle, qu'elle me disait mais tu sais que moi je travaille souvent avec des CGP. D'accord. Et donc ça s'est connecté, mais je suis rentré dans le monde de la gestion de patrimoine surtout à cause de Bitcoin. Ok, alors allons voir déjà les études que tu as fait. Tu es parti à Milan, justement, pour faire ce fameux cursus économique. Pourquoi s'orienter vers Milan ? J'ai envie de te dire, tu aurais pu faire autre chose, de la mode, par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, dès le lycée, je voulais partir donc un peu influencé par une famille d'entrepreneurs, mais j'avais envie d'aller m'axer plus vers la finance. En tout cas, j'avais envie d'aller faire des études de management à l'étranger. Et donc, quand tu t'intéresses à l'étranger, tu regardes forcément d'abord l'Angleterre, parce que les universités anglaises sont super bonnes. Et puis, quand tu commences à regarder un petit peu tout ce qui se passe en Europe, il y en a aussi certaines autres qui ressortent qui sont très bien. La Bocconi à Milan, mais il y a aussi d'autres en Espagne. Et donc, en fait, je me suis dit, quitte à faire une bonne université, autant la faire dans un pays qui me paraît être assez cool. Donc, je suis allé à Milan. Et c'était mon premier choix et j'ai été pris directement, donc j'ai même pas essayé les universités anglaises, je suis allé directement à Milan. En plus, j'étais pris dans le cursus d'économie et de finance, qui est hyper réputé dans cette université-là. Okay. Donc j'ai pas réfléchi, je suis parti là-bas et j'étais très content. Mais avec l'idée en tête d'être CGP, avec quelle idée en tête ? Tu t'es dit chef d'entreprise ? En fait, je me suis juste dit j'allais faire de l'économie, de la finance, du management, ça allait me servir plutôt dans ma vie si je voulais devenir entrepreneur. Je connaissais pas du tout la finance, mais vraiment zéro. Et moi, j'aimais surtout l'économie en fait. Et après, je suis tombé donc dans un milieu avec des élèves dans les universités qui sont souvent issus de familles de financiers, de banquiers, etc. Donc, je découvre cette finance-là que je connaissais pas du tout bien. Tous les milieux, voilà, M&A, private equity, ça parle que de ça, tu vois, dans un cursus de finance en études supérieures. Moi, ça me plaît pas forcément énormément au début, pour être tout à fait honnête. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est le venture capital.
En tout cas, parce que ça rejoint forcément l'entrepreneuriat. Et il y a le côté un peu investissement, et il y a le côté aussi un peu risqué. Alors, rappelons ce qu'est le venture capital. C'est un des steps d'une mise, d'une montée en compétence d'une entreprise. Quand on se lance dans du PE, et ça correspond au premier ou. C'est vraiment les fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Voilà. Donc c'est quasiment t'investis que dans des entrepreneurs, en fait. Quand les projets sont pas. En fait, c'est que théorique. Il n'y a pas que les fonds d'investissement. Maintenant, ça c'est un peu uberisé. Bon, on va dire, voilà, avec les club deals, mais bon. Ouais. Et encore, pas si c'est les bons deals ou pas. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. On va pas revenir là-dessus. Ouais. Mais globalement, un fonds VC, c'est un fonds qui accueille des entrepreneurs, qui pitchent leur start-up. Il y a rien, il y a pas de revenus. Souvent, c'est ce qu'on appelle pré-seed, pré-revenu. Et donc, si leur projet leur plaît, ils commencent à investir des petites sommes. Ce que aussi font les business angels. À titre personnel, les gens qui ont des fortunes et qui mettent des tickets sur des entrepreneurs. Mais là, c'est la version fonds d'investissement, donc c'est très risqué. Donc ils ont un modèle où ils savent que plus de la moitié de leur boîte vont aboutir à rien. Mais tu cherches la pépite, le prochain Airbnb, Uber, startup innovante. Donc voilà. C'était cette partie-là qui m'intéressait le plus. Alors, première année, tu cofondes ta première boîte. Rien à voir avec le public, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est du tatouage éphémère. Exactement. Mais ouais. pourquoi donc ? En fait, donc, famille du coup d'entrepreneurs plutôt issus du e-commerce, donc plutôt influence. Quel secteur d'ailleurs, ton père ? C'est mes oncles et c'est une boîte familiale avec mon père. Mais ça leur appartient plus, mais c'était de marketplace. Ok. Donc j'avais envie un peu de m'asseoir à la table et d'avoir aussi un peu une expérience en e-commerce. Et puis à l'époque, c'était aussi beaucoup la mode. Il y avait, on parlait de dropshipping, etc., tout ça. Moi, je voulais essayer de trouver une marque qui était intéressante, qui était fun à faire. Et donc je me suis associé avec un ami et on a cherché une idée pendant nos études, parce que ce qui est super bien avec l'e-commerce, c'est que si t'es un peu débrouillard, tu peux créer un site internet. Si t'as un peu d'économie de côté, tu peux acheter des produits, faire une marque un peu cool. Et donc, on s'est posé, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et moi, j'avais une personne dans ma famille qui avait tenté, il y a longtemps, une marque de tatouage éphémère, justement. Et donc, je me suis dit, putain, mais c'est pas mal. Il y a le côté, c'est très léger à envoyer, ça coûte pas très cher. Enfin, il y avait un cahier. Ce modèle était intéressant, quoi. Ouais, le modèle était intéressant et c'était cool parce que moi, j'ai toujours aimé emporter quand j'étais petit avec mon père. Donc, je me suis dit, c'était assez. T'as pas de tatouage pour autant ? J'ai 0 tatouage sur moi. Non. Mais par contre, j'en emportais plein et j'en ai acheté énormément à l'époque. Donc, j'en profitais aussi pour enfiler plein aux copains pendant les soirées. Mais du coup, on a fait ça pendant 1 an. C'est un produit qui est assez estival, donc on a surtout bien fonctionné l'été. Okay. Et après, est retombé la 2e année où tu repars dans tes études et en fait, on était arrivé à un cap où on s'était dit, bon, en fait, soit on essaye de vraiment aller à fond dans le projet, mais là, il faut qu'on change vraiment le produit parce que c'était de la décalcomanie, tu sais, comme le classique avec de l'eau, etc. Il fallait qu'on aille plus loin. Il y a un concurrent américain qui fait avec de l'encre, de fruits, etc. Enfin bref, un truc vraiment, un produit qui était vraiment meilleur que le nôtre. Donc on s'est dit, soit on va à fond là-dedans et on trouve notre manière de faire quelque chose d'intéressant, mais ça va nous prendre beaucoup de temps et moi, je me voyais pas faire ma vie dans le tatouage éphémère. Soit voilà, on trouve quelqu'un qui est intéressé pour récupérer la marque et donc on a vendu mais ça pour 3 bouchées de pain à une personne et voilà, ça a fait une première expérience, quoi. Ensuite, tu as une autre expérience chez Innovis VC. Alors j'arrive pas à faire le lien entre les deux. En fait, donc cette expérience-là, elle forge mon envie, le fait que j'aime beaucoup entreprendre en tout cas et que je suis hyper curieux d'essayer plein de choses. Et le venture capital, quand tu es analyste, ton but, en fait, c'est de dénicher les petites startups et de les présenter à des fonds aussi. Les analystes, c'est des mecs qui vont venir dire au fond, je connais ces entrepreneurs-là, leur projet, il est sympa, tu l'analyses, tu le présentes à un fonds et puis tu peux faire la connexion entre les entrepreneurs et le fonds. Et il y a cette grosse association européenne qui s'appelle Innovis VC. Ils ont des hubs partout dans les grandes capitales d'Europe. Ils prennent des étudiants, donc c'est bénévoles, qui sont motivés. Alors, il faut avoir un petit dossier. Donc moi, le fait que j'ai entrepris dans le e-commerce avant, que j'ai eu une marque, j'ai eu une expérience, je pense qu'ils m'ont pris pour ça au début en tant que junior. Okay. Et après, t'apprends en fait avec eux. C'est comme ces bénévoles, ils t'enseignent tout sur le venture capital, ils t'expliquent comment sourcer une startup, comment l'analyser, comment faire une due diligence, c'est-à-dire 15 pages pour analyser de A à Z une startup. Et ça, c'était génial parce que ça te forge une manière d'analyser en tout cas une innovation. Et donc, je rentre là-dedans. Et là, je fais 1 an et demi. Donc, où je commence, du coup, t'es trainee, donc tu t'entraînes au début, après tu fais junior analyste. Et à la fin, je m'entendais hyper bien avec les gens qui étaient dans le hub de Milan et qui m'ont proposé de monter un peu sur le hub Europe, à distance, et parce qu'ils voulaient monter une branche de conseil, pour conseiller maintenant. Donc, en fait, nous, on sourçait des startups toutes les semaines. Notre but, c'était de sourcer des startups toutes les semaines, de faire un meeting, chacun devait présenter et pitcher sa startup qu'il avait trouvée. Nous, on devait sourcer de la startup qui était italienne.
et elle passe ou elle passe pas, et après elle tombe dans un dossier, et à la fin de chaque trimestre, on va avoir un fonds VC, et on lui pitch nos petites pépites, et après, bon, c'est bénévole, mais ils peuvent nous proposer des stages. Mais ça, tu le fais bénévolement? Ouais, complètement bénévolement à côté de mes études. Toi, tu vois quelque chose qui va te donner de la valeur ajoutée, des contacts, hein, j'imagine. Avec l'idée peut-être que le fonds te prend derrière. Parce qu'on c'est ce qui s'est passé ou pas? Non, pas du tout. Mais en fait, je suis pas allé là-dedans, en fait, au final. Entre-temps, il y a eu Bitcoin, donc voilà, après, j'ai dévié de conseils. Mais voilà, ça a été une première expérience. Et après, voilà, il y avait une branche de conseil pour conseiller les jeunes entrepreneurs, pour les aider à faire leur pitch deck et leur due diligence pour aller voir les fonds d'investissement, vu que nous, on était un peu entre deux. On faisait à la fois du travail pour les fonds et pour les entrepreneurs. Et ça, c'était hyper intéressant. Voilà. Ok. Et puis 2023 vient ta première rencontre, ton premier coup de cœur avec Bitcoin. C'était à quelle occasion? Est-ce que tu t'en rappelles précisément? Bah, en fait, parce que ta jeune génération, vous êtes forcément exposée, t'en as forcément entendu parler. J'entendais pas tellement parler que ça autour de moi, plus sur les réseaux sociaux au début, comme tout le monde, on entend Bitcoin, on entend le prix, etc. Et ensuite, moi, j'aimais beaucoup l'économie, même si j'ai pris une majeure en finance, c'était plutôt l'économie qui m'intéressait. Et on a eu un chapitre de macroéconomie. On avait une matière qui était macroéconomie sur la monnaie, donc qui était très focus monnaie. Et à travers ce chapitre-là, on a parlé à un moment donné des CBDC. Donc c'est en français les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Et donc là, je me suis dit, en fait, mais c'est dingue, si une banque centrale est intéressée par la blockchain, est intéressée par créer sa propre crypto, en fait, entre guillemets, je comprenais mal le projet à la base. C'est que Bitcoin est beaucoup plus sérieux que ça. Et donc, il faut que je comprenne Bitcoin pour comprendre pourquoi j'avais un peu ce sentiment qu'ils avaient un peu peur, en fait, de l'expansion de cette crypto-monnaie-là. Et un peu comme tout le monde, une fois que tu t'intéresses et que tu vas un peu dans le fond du sujet, bah, tu tombes dans le fameux terrier du lapin, et puis après, tu découvres tout l'univers du Web3. Qu'est-ce qui t'a plu, justement, alors? Ce qui m'a plu, moi, c'était le côté économique. Donc la monnaie, la proposition de valeur libéraliste de Bitcoin, donc qui était complètement à l'opposé de ce que moi j'étudiais à l'université. Il faut savoir que l'université, elle est, je vais pas dire biaisée, mais on étudie quasiment que la théorie, on va dire grosso modo keynésienne de la monnaie, enfin et de l'économie de manière générale. Et en fait quasiment pas, à part en histoire de l'économie un petit peu, les économistes libéralistes. Or, Bitcoin propose en tout cas une critique directe à ce qu'on apprenait en cours d'éco, et ça attise la curiosité au début. Surtout que moi, j'ai toujours eu un petit peu de problème à comprendre pourquoi une banque centrale faisait obligatoirement de l'inflation, peu importe ce qu'il advient. L'objectif d'une banque centrale aujourd'hui, c'est de faire 2% d'inflation par an. C'est ce qu'on appelle le niveau naturel d'inflation en économie, et ça, je trouvais ça un petit peu bizarre d'être obligé de dévaluer une monnaie, parce que ça paraît pas forcément très très juste pour un citoyen qui peut-être n'a pas forcément la possibilité d'investir et qui en gros voit son épargne perdre du pouvoir d'achat chaque année. Et l'objectif, c'est 2%. En plus, c'est plus maintenant depuis le Covid, en cumulé, mais donc voilà. Et justement, on va dire les cypherpunks derrière Bitcoin qui proposent une théorie, disent en fait, ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait une quantité limitée de monnaie. Il faudrait que la banque centrale ne soit pas dirigée par des politiciens, mais en fait par un algorithme qui ferait une émission de monnaie logique, prévisible dans le temps. Et après, tu tombes dans des livres, etc. D'ailleurs, je t'ai ramené un petit cadeau pour après. Tu m'as ramené le livre blanc. Je t'ai ramené un petit livre, tu verras après. Ok, ça marche. On fera une petite photo après. Alors. Ouais, carrément. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas tant la légende, Satoshi, c'est plutôt le processus, on va dire la mentalité, le mainstream, le mindset, quoi. Moi, c'est vraiment le fait tu passes ton temps à regarder les politiques en éco des banques centrales, et là, tu découvres une banque centrale décentralisée, avec une monnaie, qu'on considère être une réserve de valeur, qui l'est pas encore, hein. On pourra parler des news, mais en tout cas, qui semble l'être, parce que synthétiquement, elle est très similaire à l'or, même un peu mieux, parce qu'on est dans une ère numérique, donc ça paraît être un bon pari d'avoir un actif rare, une commodité rare complètement digitale. Et effectivement, après, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la monnaie, et c'est vrai que pendant 2000 ans, on a eu l'or comme monnaie. Ça a été notre monnaie pendant plus de 2000 ans. Jusqu'en 1971, on avait encore un étalon or. J'ai envie de te dire que ça revient en flèche. En tout cas, c'est pas une monnaie d'échange, mais en tout cas, c'est une monnaie qui rassure. Ouais, parce que l'or a des limites, en fait. Elle peut pas vraiment devenir une monnaie parce que c'est beaucoup trop lourd et dense. Il y a un ETF à la rigueur.
Ouais, mais c'est du papier. Ouais, c'est du papier. Et le gros problème que les gens critiquent souvent, et je pense qu'ils ont raison par rapport à l'or, c'est qu'il faut auditer les réserves derrière les ETF. Chose qu'on fait très peu, même dans les banques centrales. Et si on veut faire un réel audit, en fait, il faut le fondre, l'or. Parce qu'il y a quelque chose d'impossible, qui est hyper long à faire. Ouais. Donc, même les marchés financiers ont du mal à faire confiance à des produits, même de la dette sur les marchés d'État qui s'échangeraient, de la dette d'État. Il pourrait y avoir quelques produits financiers sur l'or. Ont jamais vraiment beaucoup marché parce que le sous-jacent, on n'est pas sûr de sa fiabilité. Avec Bitcoin, tout est public, donc un BlackRock qui va émettre, d'ailleurs, ça a été une news récemment, un produit de dette, enfin un produit de rendement sur Bitcoin qui va adresser des marchés énormes, celui du fixed income et du money market, c'est 145 trillions. Il va venir proposer des produits avec un sous-jacent comme Bitcoin, et ça peut marcher. Si ça marche, c'est énorme, justement parce que en fait c'est auditable derrière, on sait. Si demain les gens ont confiance en Bitcoin, en tout cas ils ont 100% confiance parce que ce sera public. BlackRock dit voilà mon adresse. Voir. Alors, c'est un petit peu le cas, puisqu'on est en train de quand même de beaucoup... tout devient beaucoup plus légalisé, tout devient beaucoup plus formaté. Outre l'adoption de certains pays comme monnaie nationale, il y a quand même aussi de plus en plus maintenant les politiques qui s'y intéressent et qui fiscalement même s'y intéressent, j'ai envie de te dire. Du coup... on a fiscalisé Bitcoin avant de le définir. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? On a réussi à imposer un actif dont on n'avait pas réussi à légalement, en tout cas, donner une définition. Alors, on savait pas si c'était un produit financier ou pas. Par contre, ce qui était sûr, c'est qu'on a su très rapidement l'imposer. Enfin bref, c'est une petite critique. Je m'amuse là-dessus, mais c'est souvent... voilà. Quand il s'agit de faire de la fiscalité sur un actif qu'on connaît pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça, en France, il n'y a pas de problème. On va réussir à le faire. Par contre, ils ont mis du temps à le qualifier, en tout cas en tant qu'actif. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est beaucoup plus... Allons maintenant sur ce qui t'intéresse dans le Bitcoin. Enfin, dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Parce que tu parles beaucoup de Bitcoin depuis tout à l'heure, et pas des autres, ou tu parles pas non plus de la blockchain. Donc, est-ce que tu fais une distinction dans ce qui, toi, ton appétence ? Ah, bien sûr. En fait, c'est, encore une fois, tout le monde... Les crypto-monnaies, c'est un peu bizarre de parler de crypto-monnaies parce que, déjà, moi, je préfère dire crypto-actifs. Parce que c'est comme si tu disais, les actifs, t'en penses quoi ? Tu sais, souvent, les gens confondent Bitcoin et le reste. Ça n'a rien à voir. Il y a Bitcoin, c'est un or digital, c'est une banque centrale, en fait. Ethereum, c'est une blockchain programmable avec son jeton, mais qui a plus l'air d'être une forme de gaz pour faire tourner la blockchain. Et dessus, on vient innover, on crée des applications financières, mais là, c'est plus pour essayer de créer une finance de demain. Et après, il y a toutes les cryptos, les mêmes coins, les NFT, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Donc quand on dit les cryptos, tu vois, c'est comme quand on dit les actifs, ça veut un peu rien dire. Il faut être précis dans ce dont on parle. Donc il y a Bitcoin, et après effectivement le reste c'est très intéressant parce que du coup vu que j'avais fait des études de finance, t'étudies la finance. T'as fait ta thèse dessus d'ailleurs. Ouais, exactement. En fait, du coup, à la fin de mes études, j'ai bouclé la boucle. En fait, en licence de finance, on t'oblige à faire une thèse. C'est assez anglo-saxon, mais ça n'a rien à voir avec une thèse de doctorat. Mais en gros, c'est, on va dire, une grosse dissertation d'une 30-40 de pages. Ok. Sur un sujet de tes études de ton choix. Moi, j'ai pris l'économie et j'ai pris les CBDC. Alors, quel a été le fil conducteur de ta thèse et ta synthèse ? Ça a plus été déjà de représenter, parce que en études sup, en macro, t'as un tuteur de thèse qui est un économiste, qui est professeur d'économie, t'arrives, tu lui dis, je vais faire un truc sur Bitcoin. J'ai de la chance, c'était un professeur français à l'université à Milan, qui était jeune, qui était cool, qui était pas hyper fan, mais qui m'a dit, ok, mais je vais donner des papiers, je veux que t'ailles faire un truc quand même un peu scientifique. Moi, c'était très théorique, mais en gros, je réexpliquais la nature de Bitcoin, la proposition de valeur de Bitcoin, pour pouvoir ensuite parler des CBDC et mettre en compétition les deux points de vue, les deux envies, parce que, donc, en gros, la Banque Centrale Européenne veut créer une blockchain qui est privée. Or, la valeur d'une blockchain, c'est d'être publique. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Autant faire un réseau bancaire privé. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt. Et ensuite, dans les CBDC, il y a deux types de CBDC. Il y a le retail et le wholesale. Donc, le retail, c'est justement pour les retail, donc c'est-à-dire pour nous, les particuliers. Donc, c'est ce dont on parle en fait en ce moment, cette espèce de compte qu'on aurait à la Banque centrale, où on ne pourrait pas mettre plus de 3, on sait pas trop, 3 000 euros. On n'est pas trop, on est toujours pas sûr. Déjà à l'époque, on n'était pas sûr. Aujourd'hui, on l'est toujours pas. Ça avance pas beaucoup non plus. Les gens disent que ça avance. Moi, je trouve que ça avance pas du tout. D'accord. Et après, il y a le wholesale, mais là, c'est plus pour les échanges entre pays, donc les paiements entre pays, qui peut être intéressant.
parce que pas envie de dépendre de certains visas, de réseaux bancaires, on va dire traditionnels. Ça peut être intéressant, mais pour le retail, il y a aucun intérêt. Moi, le seul intérêt que je trouve pour eux, c'est d'éviter que les gens aient du Bitcoin. Ça a été un peu ce que j'ai essayé de démontrer dans cette thèse-là, en opposant les deux et en disant que ça n'avait pas vraiment de sens. Et alors, à la fin, il faut que tu sois, faut pas que tu dises que t'es bitcoiner, parce que c'est quand même, t'es à l'université, mais donc voilà, tu dis voilà, il y a ça, c'est quand même, voilà, la proposition de valeur, elle est là, elle est intéressante. Là, on comprend pas trop, en gros. C'est ce que tu dis, c'est que c'est pas pour tout le monde, pas pour tous les profils, pas pour tous les systèmes, c'est ça, en gros. Exactement. Ok. Est-ce qu'on peut... tu m'as clairement fait comprendre qu'aujourd'hui, pour toi, si on a du mal en France, en tout cas au niveau des CGP, à aller sur le Bitcoin, c'est parce qu'on le maîtrise mal, il y a peu de formation. C'est quoi un petit peu ton constat ? Ouais, bon, ça avance quand même de plus en plus au niveau des CGP. Je pense que tu dois avoir un peu de retour là-dessus. Ouais, sincèrement, j'ai quasiment en 2 ans... J'ai reçu 2-3 évidemment mecs qui ont monté leur boîte et qui sont spécialisés en Bitcoin, mais des CGP qui sont généralistes, j'en ai aucun qui font du Bitcoin. Il faudra que tu invites alors parce que j'ai travaillé du coup après mes études, je suis parti donc thèse sur Bitcoin, fan de Bitcoin, conseil. Je pars donc chez Montaigne Conseil et Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine dont justement le gérant Louis-Alexandre de Froissart, assez présent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, est un fervent Bitcoiner. Et justement, lui, il avait créé une branche à l'époque dans son CGP pour conseiller les clients à faire proprement un investissement dans Bitcoin avec la philosophie qui va derrière, le fait de faire de la détention par soi-même, la self-custody. Ça fait partie aujourd'hui, en tant que du coup consultant en indépendant, de pilier fondamental des accompagnements que je fais pour proprement mettre en place un investissement. C'est vraiment la self-custody, c'est hyper important. Mais toi, tu accompagnes les investisseurs. J'accompagne les investisseurs. Moi, j'accompagne tous les gens qui ont, en fait, on parlera peut-être de Mika parce qu'il y a des gros problèmes là-dessus. Moi, je donne pas de conseils en investissement. Aujourd'hui, je suis vraiment axé sur la partie technique de mise en place de l'investissement. Que ça soit donc. T'aides à créer une blockchain aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, je suis vraiment dans la détention. Donc, c'est-à-dire qu'un portefeuille, tu client m'appelle, me dit, je suis intéressé, j'ai investi en Bitcoin, je sais pas du tout comment faire, je m'y connais très mal, mais je suis attiré par ça. Oui, parce qu'il paraît que c'est quand même des étapes un peu compliquées au début, un peu complexes. Bah ouais, c'est un peu compliqué au début, mais en fait, pas tant que ça, mais justement, le fait de faire un accompagnement en 3-4 rendez-vous en visio, tu peux apprendre à quelqu'un à utiliser un ledger. Combien tu fais payer ton accompagnement? Aujourd'hui, le pilier de self-custody, c'est 350 €. Ok. T'es à peu près ça dépend de la rapidité du client à comprendre les choses, mais moi déjà le premier call, il y a jamais de truc technique, on parle que de Bitcoin. Alors là, je fais 1 heure, je n'explique. Tu vois aussi l'appétence au risque, l'appétence, le profil un peu. Ouais, et puis je jauge la personne, sa capacité de monde, parce qu'il y a des gens aussi qui m'appellent et avec qui je book un premier call, et là je vois que je suis pas du tout à l'aise à les faire investir, tu vois. Ouais. Donc ça m'arrive parfois de refuser à la fin. Ça correspond pas du tout à leur profil. Non, pas du tout. Donc voilà, je jauge, je vois un peu où ils en sont au niveau des bases. Il y en a qui s'y connaissent déjà, ça va très vite. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Et après, donc ça, en 4 calls, on va dire d'1 heure. C'est pas trop long, sinon après t'es un peu fatigué. La personne a vraiment compris 100% de la proposition de valeur de l'actif Bitcoin, savoir utiliser un portefeuille crypto, ouvrir un compte, comprendre comment fonctionnent les adresses crypto, etc. Et être capable de connecter, ça c'est un sujet qui est très important, à un broker crypto et pas un exchange crypto. Okay. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est à la fois de savoir utiliser un portefeuille de self-custody parce que ça permet d'être beaucoup plus sécure au niveau de tes fonds, parce qu'on sait que les exchanges crypto, ils peuvent faire faillite régulièrement, ça c'est très important. Mais il y a un deuxième problème maintenant qui arrive avec DAC8 en Europe, qui est une nouvelle réglementation européenne qui force maintenant tous les exchanges crypto à automatiquement, donc les exchanges crypto c'est Binance, Coinbase, Trade Republic, Revolut, maintenant ils sont tous forcés de donner l'entièreté des informations, des transactions, des montants de leurs clients sur les plateformes crypto automatiquement à l'administration fiscale. Et ça pose tout un tas de problèmes pour le côté privé de tes données, de tes informations personnelles. Données, parce que récemment il y a un problème avec une agente du fisc qui s'est fait soudoyer contre des informations crypto parce qu'il y a des criminels qui cherchent justement ce type d'informations-là. On a eu aussi un hack, mais ça arrive pas que en crypto. Il y a la Fédération française de tir qui s'est fait hacker sa base de données à l'administration fiscale de tous ses clients, et ses clients leurs clients se sont vus se faire cambrioler pour se faire voler leurs âmes. Enfin, en fait. Est-ce que tu es conscient quand même que tu touches un secteur qui peut faire peur avec tout ce qui s'est passé là depuis 2 ans, quoi? Ouais, c'est clair. C'est pour ça que moi, je dis bien aux clients que la manière dont moi je fais, en tout cas, dans la manière dont je mets en place l'investissement, tu peux pas faire mieux en termes de sécurité. C'est-à-dire que
déjà tes 24 mots, je vais t'apprendre aussi à bien les sécuriser. Est-ce que tu as de la famille? Est-ce que tu as un coffre-fort? Est-ce que tu as un coffre-fort à la T'as pas peur, banque? toi, de communiquer sur le fait que tu fais des cryptos? Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. tu vois. Ouais. C'est un vrai sujet, mais après, moi, comme je m'y connais assez, j'ai tout mis en œuvre pour que, même si demain on me demande, je pourrais pas en fait donner mes 24 mots. En fait, c'est fait exprès, je peux pas le faire. Ah ouais? Ouais. J'ai fait exprès, justement, sinon, voilà, je serais très honnête, je peux pas le faire, ça va prendre vraiment plusieurs jours. Parce que moi, comme je suis très, très, très long-termiste, moi, c'est ma retraite, Bitcoin. Donc, j'ai pas de raison, en fait, avoir besoin de mes 24 mots demain pour faire quoi que ce soit avec. Donc, voilà. C'est quoi la bonne moyenne pour épargner chaque mois pour une personne? On est sur un profil type d'un couple qui gagne 3000 à 2 et qui a envie de se lancer dans le Bitcoin. C'est quoi qu'il faut? C'est 100 euros? C'est 50 euros? Ça dépend ce que sur un couple qui prépare sa retraite, comme tu viens de le dire. Moi, j'aime bien commencer toujours par dire... on dit 5% à peu près. On dit 5% du patrimoine. Ouais, Entre 1 et 5% du patrimoine sûr, parce que en termes de diversification, ça apporte vraiment un équilibre au portefeuille. Donc ça, c'est intéressant. Après... quand là tu parles plutôt de flux du coup de ce qui va rentrer tous les mois, c'est vraiment selon déjà ce qu'ils ont comme épargne à la fin du mois. Donc là tu leur demandes et puis après tu leur dis tu vois en vrai ta capacité d'épargne tu peux sacrifier 2-3 restos par mois dans Bitcoin et tu fais ça sur 10 ans. C'est une discipline qui est dure. Le plus dur c'est pas forcément en fait au final de mettre en place l'investissement, mais c'est de le tenir sur le long terme. Peu importe les fluctuations qu'on a par exemple en ce moment, justement d'être capable de faire un bon décès à propre dans le temps, de pas arrêter, de pas avoir peur de continuer à le faire même quand ça descend, justement. C'est justement le moment où il faut continuer à le faire. Donc il n'y a pas vraiment de somme, je dirais, je vais pas dire il faut faire 100 euros si tu gagnes 3000 euros. Tu vois, c'est surtout qu'est-ce qui te reste à la fin du mois et qu'est-ce que tu es prêt à perdre déjà pour commencer dans cette petite somme en te disant voilà, tu dis bon ok, au pire c'est perdu, c'est pas grave. Et au fur et à mesure du temps, plus tu continues à t'éduquer sur Bitcoin comme moi j'ai pu le faire, plus tu as tes convictions qui sont de plus en plus fortes et là tu peux te permettre d'aller un peu plus dans le risque. Moi aujourd'hui je suis assez exposé à cet actif-là, mais parce que voilà, je considère que sur le long terme, c'est vraiment un pari que je souhaite prendre. Pourquoi d'ailleurs? Justement, pour un peu tout ce que j'ai dit, je pense que... On disait pareil des SCPI, on disait pareil, tu vois, y a des possibles bulles un peu partout, même sur les ETF, donc pourquoi pas sur le Bitcoin? Alors déjà les SCPI, moi j'ai jamais été très fan parce que je trouve qu'il y a un problème de liquidité dans les SCPI et d'ailleurs en fait je trouve que dès qu'un actif n'est pas digital et que tu veux essayer de le rendre un peu papier et digital, ça posera un problème quoi qu'il en fait. Bitcoin c'est déjà digital de base en fait, donc la liquidité de l'actif en plus du fait que le marché est de plus en plus énorme, t'auras pas de problème à vendre à un moment donné. Ma thèse long terme, du coup, elle est très liée au fait que je pense qu'on va avoir des gros problèmes au niveau de notre monnaie, du fait que les banques centrales vont perdre de plus en plus de confiance vis-à-vis du rôle qu'elles étaient censées avoir au début, puisque le rôle de banque centrale à la base c'était la stabilité de la monnaie. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, c'est la stabilité dans l'inflation. C'est-à-dire on fait 2% d'inflation par an, c'est pas la même chose. Ça crée tout un tas de problèmes, cette fameuse planche à billets, du fait que on a pris le quoi qu'il en coûte en fait. Ça permet de faire des quoi qu'il en coûte, ça permet de faire de permettre à des pays de s'endetter sans s'arrêter. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que là, tout le monde, ça peut rejoindre beaucoup de sujets d'actualité. On se pose de plus en plus de questions sur notre capacité à rembourser notre dette. Et si ça arrive, les gens, je pense que la confiance envers les banques centrales et les politiques derrière ces banques centrales-là va, à mon avis, tomber un jour et qu'on devra se retourner vers une autre forme de banque centrale, en tout cas dans laquelle on peut avoir confiance. Et peut-être quand on sera déçu des politiciens, on cherchera quelque chose de plus sûr. Et là, il n'y a rien de plus sûr que Bitcoin en tant que banque centrale, en tant qu'actif de réserve, en tant qu'actif rare, dur à produire, qui a un flux de nouveaux bitcoins entrant sur le marché qui est régulier et qui tend à diminuer avec le temps. C'est encore mieux que l'or, en fait, sur ce sujet-là. Et donc, vraiment, on va avoir besoin d'avoir cette espèce de commodité de confiance. Et je pense que tous les marchés financiers il va y avoir un switch, je pense. Et c'est ce que BlackRock est en train de faire d'ailleurs récemment. Il a proposé à la SEC un nouveau type de produit, mais Stratégie le fait, Strive aux États-Unis le font. Il commence à adresser des marchés énormes, qui sont les marchés donc du fixed income. Donc c'est là où s'échangent les dettes des États. Comme je disais avant, l'or a jamais trop fait fureur dans ces marchés-là pour toutes les raisons qu'on a dit avant. Ils viennent commencer à proposer des produits sur Bitcoin de rendement. Et donc là, en fait, tu te retrouves dans une situation où moi, je trouve ça fou. On parle beaucoup des news en ce moment macro, mais on parle pas assez de ça. C'est-à-dire que là, on a des institutionnels qui proposent des produits adossés à Bitcoin
pour le marché, pour le plus gros marché du monde, qui est le marché, qui est 145 trillions de dollars, le marché du fixed income. Et donc, en gros, on est dans une situation où on est en train de proposer comme alternative de confiance sur les dettes d'État, des dettes de Bitcoin, des dettes adossées à Bitcoin. C'est dingue. Et je pense que ça va s'arrêter là. C'est que le début. Et donc c'est mon pari un peu plus long terme. Et si ça arrive, bah, imagine demain 1% du marché du fixed income tombe sur Bitcoin. Enfin, le prix de Bitcoin, il va évidemment exploser, le sentir. Et voilà, on va dire globalement, c'est une thèse. Après, juste pour un dernier petit point, ça c'est pour le côté, on va dire, sur l'actif en tant que tel. Mais Bitcoin, il a déjà des utilités dans plein de pays en difficulté. Ça a été le sujet de quelques petites vidéos que j'ai fait sur Insta par rapport notamment à la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui disait que ça a été une bouée de sauvetage quand il y a des périodes d'hyperinflation pour les citoyens aussi. Donc, scénario où l'euro dévisse, mais je suis pas le seul à potentiellement l'imaginer, parce qu'il y a Éric Larchevêque, on parle même déjà en podcast régulièrement, qui pense que l'euro va dévisse pour ça qu'il a mis toute sa fortune en Bitcoin. Enfin, bon, c'est ce qu'il dit après. Mais en tout cas, voilà, ça pourra aussi être une bouée de sauvetage pour les citoyens. Donc, pour toutes ces raisons-là, je fais ce pari-là, en tout cas, d'épargner là-dessus. Tu as dit que c'était un actif difficile à produire. Quid de l'aspect énergie, RSE? Qu'est-ce que t'en penses pour toi qui fais partie de la jeune génération? Ça te pose pas un problème éthique? C'est très intéressant comme sujet parce que, en plus, moi, je conseille aussi beaucoup sur le minage de Bitcoin. Il y a des clients qui ont un capital de départ. C'est ça qui bouffe le plus d'énergie en plus. Ouais, alors, ce qu'il faut comprendre dans le modèle économique du minage, c'est que, évidemment, donc tu as un capital de départ, c'est la machine que tu achètes, mais c'est évidemment l'électricité que tu vas payer tous les mois, ta facture d'électricité c'est elle qui va te générer à la fin des Bitcoins. Donc, les mineurs sont obligés d'aller dans des zones du monde où l'électricité est peu chère. Il n'y a pas 10 milliards de sources d'électricité pas chères. C'est soit l'électricité verte, donc barrage hydraulique, soit les surplus énergétiques. Donc le gaz, par exemple, au Texas. Donc, tu as aujourd'hui plus de la moitié des bitcoins en fait, qui sont minés qui ne créent pas plus de consommation d'énergie qu'on a déjà, puisqu'elle vient soit capter du gaz qu'on aurait de toute façon brûlé, c'est ce qu'on peut voir parfois, et en fait, parce qu'on ne peut pas la stocker, l'énergie. Donc ils viennent juste dire non, t'inquiète, je te rachète ton truc, je me fais une ferme de minage, je te fais un contrat intéressant. Et là, tu peux avoir des contrats d'électricité qui sont vraiment pas chers au Texas. Du GNL, ça sera encore mieux, non? Oui, après moi je suis pas professionnel dans l'énergie, mais oui c'est sûr que moi j'ai un ami là récemment, j'essaye absolument d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là. Il y a une personne en France j'ai un contact d'un ami qui mine du Bitcoin en recyclant le méthane de ses vaches. Waouh. Donc en fait, cette personne. Est-ce que tu peux expliquer comment est vraiment le processus, quoi? Enfin, je veux dire, comment le mec transforme les bousses de vache en chaîne. J'ai regardé sur internet. Ouais. Je pense qu'il récupère donc le fumier, je sais pas comment on peut dire, et en fait, il a une machine qui permet en fait d'extraire le méthane. La chaleur, quoi. Ouais, cette espèce de chaleur de méthane. Le combustible. Et derrière, le transformer en énergie et tout simplement derrière. Faire marcher son PC. Tu branches une machine Bitcoin là-dessus et là, pour le coup, ça te coûte rien. Donc, faut innover parce que le coût d'électricité est important. Et donc justement, je trouve pas que c'est irresponsable comme investissement dans le sens où justement, en fait, tu sais que une grande partie du réseau, ne pousse pas forcément à avoir plus de consommation d'électricité, puisque justement, c'est des énergies renouvelables ou du surplus. Et puis après, si on se pose ce type de questions, on peut aussi s'en poser pour l'IA. Tu vois, parfois, quand je vois les investissements qu'il y a, en plus maintenant, les mineurs de plus en plus se font racheter des parts de leur parc de minage pour miner de l'IA, parce qu'il y a une demande tellement qui est énorme. Et on peut aussi se poser la question quand tu dis ChatGPT de te dire est-ce que ta requête elle sert vraiment à quelque chose. Moi en tout cas je pense qu'avoir une monnaie décentralisée comme Bitcoin et la valeur qu'elle apporte à la société et potentiellement cette bouée de sauvetage qu'elle peut potentiellement être un jour, c'est plus important que les LLM sont hyper importants, l'IA. Mais c'est une vraie question parce que on parle aussi beaucoup des terres rares qui ont été essentiellement refourguées en Chine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Chine repart de plus belle. C'est que je crois que c'est 90%, corrigez-moi bien sûr ceux qui m'écoutent si je dis des conneries, qui sont fabriqués là-bas, exploités là-bas. Il y a une question aussi de souveraineté. Tu vois, donc pour moi c'est pas si simple de se dire qu'on est en train un petit peu de se dilapider de choses, alors qu'on le voit bien, on est en train de légiférer autour des bitcoins même en France et en Europe. Et donc c'est une vraie question tout ce qui est environnement par rapport à ces positions prises. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, ça va être un vrai challenge. Mais du coup, voilà, pour revenir sur le minage, moi, à titre personnel, ça me pose pas de problème. Parce que, voilà, il faut regarder comment c'est fait, effectivement.
Alors, revenons sur nos petits CGP qui ont du mal à parler Bitcoin ou en tout cas à aller là-dessus parce que quoi, ça nécessiterait quoi? Se former, se cultiver, rencontrer un mec comme toi, prendre des cours de coaching. Non mais vas-y, Non mais dis-moi oui, c'est hyper important, je pense. Est-ce qu'il faut une réelle appétence? Est-ce qu'il faut découvrir comment est-ce qu'ils peuvent travailler un petit peu là-dessus? Puisqu'en plus tu dis c'est le moment d'y aller, vu le contexte. Bah, c'est sûr que c'est intéressant. Après, tu peux pas investir dans quelque chose qui est en train de chuter en termes de prix si t'es pas au courant de la chose dans laquelle t'investis. Donc évidemment, moi, ce que je propose aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est surtout de bien poser les bases. Parce que tu formes des CGP? Alors en ce moment je fais l'OREP, je sais pas si tu connais cet institut de formation, et donc il y a beaucoup de CGP dans ma classe qui sont confrontés à des questions sur la crypto, et moi j'étais un peu le jeune de la classe parce que souvent des experts comptables, des notaires et tout, et du coup ils ont des questions et tout, donc c'est intéressant. Ça m'arrive aussi même parfois d'aller à la rencontre des CGP pour leur expliquer comment ça fonctionne, les différentes manières d'investir. Quelle réticence ils t'opposent? Enfin, je veux dire, c'est quoi les questions les plus récurrentes? Je vais te dire un truc, c'est ça qui est triste, c'est que leur seule réticence, c'est la volatilité. La régulation. Ah. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de CGP me disent, mais moi, j'ai pas de problème à proposer les crypto-monnaies comme une classe d'actifs, et pourquoi pas Bitcoin et le reste. Juste, j'ai pas le droit. Faut que je sois MiCA. Aujourd'hui, t'as une nouvelle régulation européenne MiCA. Il faut que tu sois PSAN. Faut que tu sois un CGP, il a pas les moyens de devenir PSAN demain. PSAN, c'est ce qu'on te demande pour être un exchange crypto, tu vois. C'est combien? Tu parles de moyens. C'est combien en temps et en budget? J'ai pas le droit de donner des chiffres parce que c'était aussi un sujet. Mais un ordre d'idée. Non, mais moi, quand je travaillais dans un CGP, c'était un vrai sujet parce que justement, ils traitaient les sujets crypto et ils étaient obligés de se mettre en conformité par rapport à ça. Et c'est 5-8 000. C'est quoi? Non, non, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Hein. Oui. Non, mais ça dépend. Ça dépend du chiffre d'affaires que tu fais et la taille de ton entreprise, tu vois. Mais pour un petit CGP qui ferait 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires en service crypto, ça va lui coûter 70 000 euros ou 100 euros, tu vois. D'accord. Un truc comme ça. Okay. T'es un CGP, je sais pas, c'est ça. Tu fais un peu de chiffre d'affaires et t'as une branche qui va faire, on va dire, entre 100 et 200. Ouais, c'est des dizaines de milliers d'euros pour te mettre en conformité. Oui, c'est ce que je te dis. C'est entre 10 000, enfin, ok. Pourquoi tu dis c'est le bon moment d'acheter? Bon, bah évidemment, on a compris, ça a baissé. Pour autant, c'est quand même toujours d'un niveau acceptable. Quelle est ton image du contexte, ton analyse de contexte? Bah justement, c'est ça qui est intéressant. Je pense que il y a pas, enfin, tu vois, je pourrais te poser la question, qu'est-ce qui te fait penser, enfin, toi, tu comprends quoi de la situation actuelle? Pourquoi tu as l'impression que Bitcoin chute en termes de prix? Bah, en fait, personne ne peut vraiment donner une explication. Il n'y a pas une info qui est sortie, genre Satoshi s'est réveillé et a dit... c'est pas s'il est mort, d'ailleurs. Salut, c'est pas s'il est mort. Salut, en fait, je suis Jeffrey Epstein et puis, en fait, c'est moi qui ai créé Bitcoin. Non, tu vois, il y a personne où il y a pas, ça s'est pas fait hacker, il n'y a pas de réelle raison technique derrière Bitcoin. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc il y a l'information première macro, la Fed, Kevin Warsh qui est arrivé à la Fed, donc on va resserrer les vis, on va baisser les taux, fini la liquidité, en gros c'est fini la planche à billets. Donc forcément tout ce qui était spéculatif, la tech, l'IA, ça a pris vers le bas aussi. Tout ce qui est bêta, donc les actifs un peu plus risqués comme les cryptos, pareil, il n'y a pas encore la confiance qu'on a sur Bitcoin en tant que réserve de valeur pour l'instant, donc ça a aussi encore plus chuté. Pourtant on a fait une belle année, je trouve. Ouais. Et j'ai l'impression que la part belle est plutôt allée vers les métaux précieux et que du coup, j'ai l'impression un peu que l'un oppose l'autre, non? Ouais, non, en fait, c'est juste que je pense que la seule différence, en fait, pour l'instant, c'est juste que l'or, ça fait 2000 ans qu'on sait que c'est une réserve de valeur. Elle a fait ses preuves. Voilà. Bitcoin, ça fait 16 ans. C'est déjà quand même une bonne ancienneté, mais c'est pas assez en période de crise pour avoir de la confiance. C'est pour ça que je pense que ça va prendre du temps. C'est un pari qui est très long terme. Ça revient au fait de comment investir. Il faut surtout investir sur le long terme. Et après, en fait, le prix dégringole parce que déjà, il y a une première news. Donc, on a peur. On vend. L'effet FOMO, quoi. L'effet FOMO. Ensuite, mais ça plutôt, on va dire, ça commence un peu avec les instits. En fait, après, t'as tous les fonds d'investissement et les gens qui étaient en effet de levier à la hausse sur Bitcoin. Donc, tout casse. Donc, tous les mecs qui avaient mis des paliers à 90, 80 000, en fait, ils sont liquidés automatiquement. Donc là, t'as des milliards qui retombent. Ensuite, le retail arrive en disant, merde, j'ai peur, j'ai mis de l'argent, j'avais mes ETF et tout, etc. Donc là, t'as les ETF qui ont vu 1,8 milliard sortir de leur fonds. Donc, ils ont dû vendre en masse. Ça, c'est plutôt les retail. Et donc, effectivement, en fait, à la fin, in fine, tu te retrouves avec un prix, les gens ont peur et vendent. Ce qui est dommage parce que, comme je te le disais, les institutionnels, en parallèle, continuent
à imaginer la finance de demain et des marchés énormes avec des produits comme sous-jacents comme Bitcoin, parce qu'ils prennent en fait in fine ce pari-là qu'on peut faire concurrence à la confiance que les gens ont dans un État, potentiellement avec cette banque centrale-là décentralisée. Donc il y a cet effet un peu FOMO, boule de neige, c'est un peu un cocktail macro, tu vois, tout ce qui se passe en ce moment. Mais il n'y a rien en fait de vraiment inquiétant. Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas un mouvement de marché qui explique. C'est une fin de cycle classique. Il n'y a rien de technique en fait. Et un bon indicateur, ouais. souvent, c'est dès que ça chute, t'as ton Instagrammeur crypto préféré. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais qui va te dire ça y est, c'est la fin, je t'avais dit, il faut que tu prennes une formation avec moi. Et puis est-ce qu'aussi le fait que l'inflation soit retournée à 2, enfin en tout cas en zone euro, vu que c'est un rempart contre l'inflation, est-ce que ça joue aussi? Peut-être que cette confiance-là, c'est un argument souvent, je veux dire, épargner sur Bitcoin parce que vous faites détruire votre inflation, mais après 2% c'est quand même assez énorme. C'est que 5% d'inflation par an, ce qui est à peu près la moyenne en fait depuis le Covid qu'on a. Ça double la masse monétaire sur 15 ans. Donc faut faire attention, 2%, c'est énorme, c'est l'effet, intérêt composé, quoi. Donc ça peut être énorme sur une épargne. Donc faut faire attention, mais là-dessus, Bitcoin, c'est encore, c'est encore un petit Victor, peu... quel pays pour toi est quand même assez précurseur en la matière? Est-ce que quel pays va sortir du lot dans 10 ans parce qu'il est en train justement là d'avancer en termes d'infrastructure, en termes aussi de stratégie relative au Bitcoin? Je pense qu'il va y avoir plusieurs teams, mais les États-Unis forcément. Pour sûr, parce qu'en plus, même en termes de stats, je crois que tu as maintenant autour des 15% de la population qui détiennent des cryptos. Alors nous, en France, on est pas mal quand même au final, parce qu'on avait une étude... T'as les stats de France? France, j'avais vu une étude, mais elle date maintenant, mais elle était assez connue. C'était, je crois qu'il y avait à peu près 8% des Français qui avaient de la crypto, et on était plus autour de 6% pour les actions. Ok. Et c'était Ladan, je crois, qui avait fait une étude là-dessus. Et ça a augmenté. J'ai regardé un peu les chiffres récemment. Je crois qu'on est plus autour des 10% maintenant en France de détenteurs de crypto, et c'est beaucoup des jeunes. Mais clairement, les États-Unis, avec la politique qu'ils font, ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler Bitcoin. Par contre, ils peuvent attirer un maximum de mineurs chez eux. Parce qu'ils vont payer leurs impôts, ils vont créer du travail, etc. Enfin, c'est mieux d'avoir les mineurs chez soi, quitte à pas pouvoir contrôler le réseau. Donc, ils font tout pour attirer tous ces acteurs-là. Et je pense que le pari que, en tout cas, Trump a fait, parce que je pense pas que Trump soit très intéressé par les crypto-monnaies, par Bitcoin de manière générale. Il a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, il a bien compris que ça allait faire partie de notre futur. Peut-être qu'il s'en fiche un peu, mais qu'en tout cas, il faut attirer les boîtes là-dessus. Donc, je pense que le pari des États-Unis va être énorme. Et après, il y a des pays aujourd'hui qui l'adoptent aussi comme bouée de sauvetage. Donc, tu avais le Venezuela, c'est un bon exemple. Salvador, Japon, exactement. La Chine qui l'interdit, mais au final, qui tolère complètement les mineurs chez elle. Donc, parce qu'en fait, une grosse partie du minage se fait aux États-Unis maintenant, mais t'es proche de la moitié, mais après, l'autre grosse partie, c'est en Chine. Il nous reste 4 minutes pour savoir un petit peu comment tu te vois là t'es tellement jeune, 23 ans, dans tes 10 prochaines années. Est-ce que pour toi tu vas développer ton activité de coaching? Est-ce que tu as envie un petit peu de diversifier tes activités? Est-ce que tu as d'autres actifs qui t'attirent? Oui, déjà je me vois bien quand même continuer dans ce milieu-là qui me passionne. Je pense qu'il y a vraiment, je continue tout le temps à lire des livres sur Bitcoin ou même d'économie de manière générale. De toute façon, toute ma vie, je pense que je serai un peu un Bitcoiner au fond. Après, en tout cas, développer un maximum mon service et essayer de pousser un maximum les gens à détenir du Bitcoin par eux-mêmes de la bonne manière. Pourquoi par eux-mêmes? Parce que pour toi, c'est vraiment le mindset, c'est de pas passer par des tiers, quoi. Ouais, c'est mais même c'est le trop côté dangereux. troc qui t'attire. Non, mais même très honnêtement, tu veux faire un bon investissement, si tu suis vraiment ce qui se passe avec les exchanges, tu ne peux pas en fait recommander à quelqu'un. En fait, c'est ce que je dis en fait, c'est que Bitcoin c'est un investissement qui est responsable pour 2 raisons. De 1, parce qu'évidemment c'est volatile, donc faut être responsable de te mettre sur un actif comme ça, et c'est pas moi qui vais prendre la décision à ta place. Et deuxièmement, vu que tu vas détenir par toi-même tes bitcoins parce que c'est la seule et la bonne manière de faire, tu dois être responsable de ces 24 mots qui vont te donner ton accès à ton compte Bitcoin. Et là, on voit ensemble comment mettre des stratégies, mais je pourrais pas être là pour les sécuriser à ta place. Et il faut avoir une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de ces 24 mots. Et donc c'est hyper important d'être responsable sur ces 2 aspects-là. Mais je pense que si tu es capable de le faire, c'est le seul actif aujourd'hui que tu peux vraiment détenir par toi-même, tu vois. Donc, ouais. Il y a un côté un peu révolutionnaire, rebelle chez toi, non? Je sais pas tant que ça, c'est plus... Tu trouves qu'on est à la ramasse en France? Je pense qu'on est
pas encore conscient parce qu'on n'a pas le problème de la monnaie. Enfin, moi, tu vois, à titre personnel, je sors avec ma copine est russe, tu vois. 100% russe. Aujourd'hui, elle a plus accès, ses parents peuvent plus lui envoyer de l'argent de Russie, tu vois. Ils sont en Russie et tout, elle habite en France, ils peuvent pas lui envoyer de l'argent, tu vois. Et donc, elle a vécu, au début de la guerre, le fait d'aller courir à la banque pour retirer son argent. Je pense que les Français n'ont pas vécu ça encore, en tout cas n'ont pas vécu parce qu'il y a d'autres sujets aussi sur le fait du système bancaire, le fait que tu as une créance, c'est pas vraiment à toi, et les problèmes bancaires, et quand tu t'es pas fait, soit quand t'as pas eu quelqu'un proche de toi qui a eu cette expérience-là, ou comme tu as eu Alexandre Stachenko qui lui s'est fait fermer des comptes en banque parce qu'il était officiellement bitcoiner, tu comprends pas l'importance d'être souverain sur tes fonds. Ok. Donc c'est pas tant révolutionnaire que ça, je dirais plus c'est juste être un peu réaliste de la situation, tu vois. Et je pense qu'avec le temps, voilà, les mentalités là-dessus vont switcher. Je pense que ça va être un vrai sujet. Donc, continue le coaching et quoi d'autre ? Ouais, au niveau des investissements, tu disais ? Bah non, toi, de ton avenir, de ce que tu as envie de faire aussi, de développer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te titille ? Pour l'instant, j'avoue que je suis très à fond là-dedans. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus. J'ai vraiment envie sur l'année qui arrive là de développer un maximum cette activité-là, de voir comment je peux la structurer au mieux, de mieux sentir le marché aussi. C'est aussi pour ça que je vais à l'OREP tous les jours, aussi que je fais une formation en ingénierie du patrimonial, pour être capable vraiment, en tant que consultant Bitcoin, de pas que être là sur l'aspect technique, mais aussi qu'un client me dise, moi j'ai un CGP aussi à côté, mais tu peux regarder un peu parce que moi j'ai beaucoup de clients aussi qui sont des professionnels et qui investissent via leur trésorerie d'entreprise, il y a tous les sujets, fiscal, comptable, patrimonial, ça peut remonter même parfois jusqu'à ton régime matrimonial, hein. Tu sais, c'est important, ces sujets-là. Donc je voulais aussi avoir une expertise là-dessus, donc c'est plutôt de développer l'expertise, on va dire patrimoniale autour de ça, pour vraiment investir vraiment au mieux, tu vois, le plus proprement possible, que ça soit dans la détention, mais aussi patrimonialement, comment tu le mets dans ton patrimoine. Donc, pour l'instant, sur l'année, ça va se structurer comme ça. Merci Victor d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Pat. Merci Karine. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui était absolument passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je te souhaite plein de belles choses. Si on veut te contacter, comment on fait ? Alors, sur Instagram, CoinSale, c'est le nom du service de... Tu peux l'épeler ? C'est comme conseil, avec un i après le o. CoinSale, comme conseil. Ok, puis bien sûr sur LinkedIn Victor Charles avec un S à la fin. Sans S. Ah là là, heureusement que Victor Charles sans S. Voilà, sans S. Sur LinkedIn, voilà, les réseaux sociaux et voilà, Insta, TikTok, CoinSale. Super. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode de Victor, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et bien sûr à liker. À bientôt sur Passion Pat. Salut.